Imaginons un peu la scène. On est dans la rue, une journée, tout ce qu'il y a de plus normal, quoi. Quelqu'un sort son smartphone de sa poche pour filmer un truc. Ouais, le geste hyper banal aujourd'hui. Exactement, c'est presque un réflexe. On filme un musicien, un embouteillage, peu importe. Mais soudainement, l'objectif se braque sur une intervention policière. Et là, boum, en une fraction de seconde, l'atmosphère change complètement. C'est clair. La tension monte en flèche. Voilà, l'air devient littéralement électrique. Ce geste inoffensif qui servait à alimenter les réseaux sociaux juste avant, ça devient le point de départ d'une énorme tension. Et c'est vraiment un phénomène sociologique d'une puissance inouïe. À cet instant très précis, le téléphone, il cesse d'être un petit outil personnel. Il se transforme, autant pour les forces de l'ordre que pour le citoyen d'ailleurs, un véritable objet de confrontation. C'est le centre de gravité du truc, quoi. Complètement. Il redéfinit toute l'interaction. Et bien c'est exactement la raison d'être de cette exploration. Aujourd'hui, on a rassemblé une pile de documents assez dingues, des manuels juridiques comme celui de Mathieu Béis, des rapports d'associations comme Amnesty ou la GPI, des articles de presse et surtout un gros rapport de la Ligue des droits de l'homme de septembre 2024. Ouais, une documentation vraiment solide. Le but de notre analyse, c'est de comprendre ce gouffre vertigineux entre la théorie, donc le droit strict de filmer, et la pratique, qui est la réalité souvent très brutale sur le bitume. Et pour bien poser le cadre, faut vraiment dépasser l'aspect juste technologique du smartphone. Le fait de braquer un objectif sur un uniforme, ça touche à un enjeu de redevabilité démocratique. Ce que les anglophones appellent le accountability, c'est ça? C'est ça l'accountability. L'idée centrale, en fait, c'est que l'État accorde à la force publique le monopole légal de la contrainte. Mais en contrepartie de ce pouvoir énorme, elle doit rendre des comptes. Donc l'image captée par un passant, c'est pas juste de la curiosité. Ça devient un outil de contrôle. Exactement. Un instrument direct de contrôle citoyen. C'est marrant, ça me fait penser à l'analogie d'un immense miroir sans teint. L'État nous observe en permanence, avec la vidéosurveillance, les drones, les contrôles. Et la loi, en théorie, elle donne le droit aux citoyens de briser ce miroir sans teint pour regarder en retour. J'aime beaucoup cette image du miroir. Et c'est vrai que si on regarde la théorie, les textes, la jurisprudence, ce droit de regarder en retour, il est farouchement protégé. Le citoyen avec sa caméra n'est pas vu par le droit comme un élément perturbateur. Mission Don't Shoot à Bruxelles. C'était en novembre 2019. L'association des journalistes professionnels a bien documenté le truc. Ah oui, cette affaire. C'est très parlant. Des policiers avaient attaqué en justice à cause de photos d'intervention exposées au public. Ils réclamaient, tenez-vous bien, enfin c'est pour ceux qui nous écoutent, jusqu'à 2500 € de dommages et intérêts par personne. Une vraie tentative de judiciarier l'image, en fait. Ouais, mais la justice a dit non. Elle a rejeté ces demandes. Le jugement confirme que les policiers sont des fonctionnaires qui exercent dans l'espace public, donc pas de droit à l'anonymat visuel en service. Et c'est important de préciser que les seules petites condamnations, genre 250 ou 500 €, elles concernaient uniquement certains textes qui accompagnaient les photos. C'est ça. Le droit de prendre la photo en elle-même est resté intouchable. Et il y a aussi la question du téléphone physique. Mathieu Béis, dans son manuel juridique, explique super bien que la police n'a absolument pas le droit de forcer quelqu'un à effacer ses images. Ni de saisir le téléphone sans un mandat spécifique ou un indice grave lié à un crime. Filmer une arrestation, c'est pas un motif de saisie. Donc la protection est forte. Mais alors, la limite, elle est où? Pas au moment où on appuie sur le bouton rouge, du coup. Non, et ce qui est fascinant ici, c'est cette distinction cruciale, qui est très bien vulgarisée par la chaîne Hello Avocat d'ailleurs. Il faut vraiment séparer la captation de la diffusion. Ah, la nuance est là. Ouais, filmer pour documenter ou garder une preuve, c'est inaliénable. Mais diffuser sur les réseaux sociaux, là, c'est encadré pour protéger la vie privée de l'agent en tant qu'individu. En général, il faut flouter les visages. D'accord. Donc la loi essaye vraiment d'équilibrer les choses. Même si, parfois, le législateur tente de limiter ce droit de manière assez agressive. On l'a bien vu en France avec la fameuse loi sécurité globale. Oh oui, l'article 24 notamment. Cet article voulait punir la provocation à l'identification des agents. Sur le papier, on pourrait se dire, c'est pour les protéger. Sauf que, comme Amnesty International l'a souligné, c'était extrêmement dangereux. La formulation était tellement vague que ça créait un vrai risque de censure préventive. Les gens auraient juste arrêté de filmer par peur d'être arrêtés. Le fameux chilling effect. Exactement. Et c'est pour ça que le Conseil constitutionnel a censuré ce texte en 2021.
Pareil pour l'article 22 de la même loi, qui permettait la surveillance par drone sans vraie garantie. Donc le bouclier théorique, il est robuste. La loi dit oui aux citoyens. Mais bon, décortiquons tout ça face à la réalité. Parce que quand la théorie percute le bitume, ça fait mal. Et la violence du contraste est saisissante. Bah oui. Regardons cette anecdote rapportée par le journal Métro de Montréal en 2017. Un cycliste, Steve Dagneau, fait un arrêt Idaho. Tu sais, quand tu ralentis à un stop sans poser le pied par terre. Oui, le truc classique. Il se fait verbaliser, le ton monte, et sentant que ça dérape, le gars sort son téléphone pour filmer. Et là, le policier lui lance, direct je cite, « Tu me filmes, tu me prends en photo, j'arrache ton téléphone puis je le casse ». C'est fou de dire ça, c'est l'effondrement total de la théorie juridique qu'on vient de voir. Mais carrément. Et la défense habituelle des forces de l'ordre dans ces cas-là, c'est de dire « Ok, on peut filmer à condition que ça n'entrave pas notre travail ou que ce soit pas de l'intimidation ». Oui, l'argument de l'intimidation revient très souvent. Mais enfin, posons-nous 2 secondes. On a un policier armé, avec le pouvoir de l'État derrière lui, qui accuse un cycliste en cuissard, armé d'un bout de plastique, de l'intimider. Qui intimide qui, là ? L'asymétrie est totale, c'est sûr. Mais ce qui intimide l'agent, c'est pas le téléphone physique, c'est l'œil potentiel du public. C'est la perte de contrôle sur le récit de l'intervention. Ah ouais, la peur du bad buzz ou de l'enquête interne. Voilà. Et cette asymétrie de pouvoir peut mener à des drames. Le guide Filmer la police, mis en place par les associations, rappelle le cas glaçant d'Ibrahima Bari. À Bruxelles, c'est ça, hein ? Oui, il est décédé en cellule après avoir été arrêté. Et son arrestation initiale, elle s'est passée justement alors qu'il filmait une intervention policière à la gare du Nord. C'est terrible. Ça montre que l'acte de filmer est une action à haut risque sur le terrain. Les assos conseillent d'ailleurs d'être ultra discrets et surtout d'utiliser des applications comme Snapchat. Attends, Snapchat, Hmm. pourquoi spécifiquement ? Pour le streaming direct. Ah, L'enregistrement part tout de suite sur un serveur. Comme ça, si l'appareil est confisqué illégalement ou même cassé, les données ne sont pas perdues. malin. Mais du coup, si un simple cycliste subit des menaces pour un feu grillé, à quoi s'exposent ceux dont le métier même est d'observer les forces de l'ordre au quotidien ? Alors là, on passe vraiment à une autre échelle. C'est carrément une stratégie d'invisibilisation institutionnelle. C'est ce qui ressort du rapport exhaustif de la LDH, la Ligue des droits de l'homme, de septembre 2024. Pour ceux qui veulent aller voir, c'est publié par leur Observatoire des libertés publiques. Et le contexte est crucial. On parle des opérations d'expulsion des campements de personnes exilées à Calais et Dunkerque. Les chiffres de ce rapport sont juste effarants. L'association Human Rights Observers, HRO, a suivi 1314 opérations d'expulsion. Et sur ce total, leurs équipes ont été empêchées d'observer à 1268 reprises. Ce qui nous donne un taux de blocage de 96%. L'outil magique pour faire ça, c'est le fameux périmètre de sécurité. Oui, sur le papier, un périmètre de sécurité, c'est censé protéger les agents et le public d'un danger imminent. Mais pour faire l'avocat du diable, quand on démonte un campement avec des camions, du monde, de la tension, c'est peut-être juste pour protéger ses observateurs qu'on les repousse, non ? On pourrait le croire, c'est l'argument de la préfecture d'ailleurs. Sauf que les faits consignés dans le rapport détruisent complètement cet argument. L'application de ces périmètres est totalement discriminatoire. Ah ouais ? Genre, ils filtrent qui peut passer ? Exactement. Le rapport note que pendant que les bénévoles des droits humains sont bloqués à distance, les forces de l'ordre laissent tranquillement passer des joggeuses, ou même un groupe de collégiens en pleine course d'orientation. Non mais c'est absurde, au milieu d'une opération de police. Et le pire, c'est en décembre 2023. Ils ont laissé des personnes faire du motocross juste à côté des tentes, alors que les observateurs statiques n'avaient pas le droit d'approcher. D'accord, donc l'argument de la sécurité physique, il tient pas une seconde. Pas du tout. L'équipe a même intercepté une consigne radio très claire des agents qui disait « On bloque juste pour les associations ». C'est hallucinant. Et on a vu que l'accès était bloqué, mais comment ils maintiennent physiquement ces blocages face à des observateurs qui, eux, connaissent la loi sur le bout des doigts ? Eh ben, par un arsenal disproportionné et, disons-le, de la pure dissuasion. Ouais, le rapport décrit des trucs de dingue. Pour bloquer 2 ou 3 bénévoles avec des carnets, on parle de déploiement de 18 CRS avec des boucliers, des gaz lacrymogènes, des LBD. Des lanceurs de balles de défense. Oui, et même des fusils d'assaut G36, face à des gens avec des stylos. C'est une vraie militarisation du face-à-face. Et au-delà de la force physique, il y a un flou intentionnel sur le plan légal. Les agents invoquent des trucs aberrants, comme l'article 226-4 du Code pénal sur la violation de domicile. Sur un terrain vague de Calais, sans barrière ni rien. Voilà, c'est complètement absurde juridiquement. Ou alors, ils renvoient la balle en mode « c'est un arrêté préfectoral », mais sans jamais pouvoir le montrer. C'est de l'abus de langage légal. Et le rapport regorge de citations, les réflexions des agents sont
ahurissantes et souvent moqueuses, genre « le droit c'est nous de toute façon ». Ou alors « vous devriez acheter un drone, vous verriez mieux ». Si l'on relie ça au contexte global de l'opération, la dimension verbale et physique de l'entrave est très violente. Il y a des remarques sexistes comme « petite coquine » ou « gamine » envers les observatrices. C'est de l'intimidation pure. Et des agressions de basse intensité, bousculades, écrasement de pieds. En fait, l'objectif n'est pas d'appliquer le droit, qui est censé protéger ses défenseurs des droits humains selon l'ONU, mais de les user. Une guerre d'usure, ouais. Exactement. Une usure psychologique et physique pour empêcher à tout prix la création d'un récit alternatif à celui de la préfecture. Et qu'est-ce que ça nous montre dans l'ensemble? On est face à un paradoxe fascinant quand même. D'un côté, le système légal et les plus hautes juridictions sanctuarisent le droit fondamental de filmer et d'informer, et de l'autre, sur le terrain, ça se heurte à des intimidations, des périmètres de sécurité élastiques et des menaces. C'est crucial que notre audience réalise l'enjeu. Dans une société où l'information est partout, l'image indépendante, c'est notre seule garantie de redevabilité. Si on laisse faire, c'est l'histoire écrite par une seule caméra. Exactement. Si seules les caméras piétons de la police ou les drones de l'État ont le droit de capter ces scènes, l'action publique n'est vue que d'un seul point de vue. Et la démocratie en souffre. Et ça m'amène à une dernière réflexion, un truc pour pousser un peu plus loin. On vient de passer ce temps à analyser à quel point c'est difficile physiquement de capter ces images face aux autorités. Ouais, un vrai parcours du combattant. Mais demain, avec l'explosion de l'intelligence artificielle, avec les deepfakes ultra-réalistes, le prochain obstacle, ce sera peut-être plus d'esquiver un périmètre de sécurité pour filmer l'action. Ah, tu veux dire prouver l'authenticité de l'image ? C'est ça. Le vrai défi, ce sera de réussir à prouver à la justice et au public que la vidéo qu'on a mis sa vie en danger à filmer, elle n'a pas été générée par une machine. C'est vertigineux. Une toute nouvelle guerre de l'information. Une guerre qui ne fait que commencer. Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur de nos sources. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration. Gardez l'œil ouvert et à la prochaine. À très bientôt.